auprès du Royaume-Uni. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Habib Mohamedou Salissou, a procédé ce matin à Soraï, dans la commune rurale de Liboré, au lancement du projet de construction de 100 logements sociaux au profit des populations de la dite commune. Ce projet, qui vient en appui au programme de la Renaissance, le président de la République, sera financé à hauteur de 600 millions de francs CFA par une ONG cohésienne. Hamidou Abdoulaye, James Didi. Dans le cadre du partenariat public-privé, le ministère de l'Urbanisme et du Logement, avec l'appui du cadre de développement social, vient d'engager la construction de 100 logements sociaux et bien d'autres infrastructures socio-éducatives, notamment des écoles, des centres de santé, des forages ou orphelinats, au profit de la population de Liboré, chaque année confrontée aux problèmes d'inondation. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune rurale de Liboré a remercié et salué ce projet de construction de logements qui constitue un ouf de soulagement pour de nombreuses familles touchées par ce phénomène d'inondation. Dans son intervention, le cheikh Ahmad Al-Hajiri, dont la famille a financé cette œuvre sociale, a expliqué les motivations de ce geste recommandé par l'islam. Et car la religion musulmane recommande que nous fassions de bonnes choses. Et c'est dans cet état d'esprit, Excellence, Monsieur le ministre, nous sommes venus au Niger pour apporter notre contribution à nos frères nigériens, et les soulager et participer à leur épanouissement et faire en sorte que les relations qui existent déjà entre nos pays et entre nos institutions puissent se pérenniser. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse ces relations et que, Inch'Allah, nous entreprenons faire encore beaucoup. Le ministère de l'Urbanisme et du Logement a, au nom du président de la République, salué ce partenariat et cet appui en faveur de la population de Liboré. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, grand ami de votre pays, le Qatar, grand apôtre de la paix et un grand bâtisseur, qui m'a chargé de vous remercier, ainsi que son gouvernement dirigé par son Excellence Birji Rafini. Ici seront construits des classes, une trentaine de maisons dans un premier temps, une école primaire, un jardin, un forage, d'ailleurs le véhicule est là en train de forer, et un certain nombre d'équipements. Mais sinon, la Fondation a prévu de construire 100 logements sociaux qui vont être remis gracieusement à la population de Soreï, à la commune de Liboré. Ce qui est pour nous une œuvre exemplaire et qui doit être suivie et appuyée par des Nigériens qui sont capables de le faire et d'autres personnes averties qui croient à l'au-delà, pas seulement dans ce monde si bas. La pose de la première pierre de la mise en œuvre de ce projet de construction de 100 logements et autres infrastructures socio-éducatives pour un coût de 600 millions de francs CFA pour un délai de finition prévu pour une durée de 12 mois a sanctionné la fin de cette cérémonie sur ce site de Soraï. Le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, Yehouza Salissou, a procédé cet après-midi à Alternative Espace Citoyen au lancement du projet Société civile et médias partenaires pour le droit à l'information. Un projet d'un montant de 95 000 $ porté par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et Alternative Espace Citoyen. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, se trouve depuis cet après-midi dans la région de Maradi, où il procédera demain, 16 avril 2014, à la présentation du bilan des 3 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance. Rahil Tchebou, Maman Omar.
La présence du ministre Abdoumani à Maradi, comme pour les autres membres du gouvernement dans le reste des régions, traduit l'engagement du président de la République de promouvoir la transparence, favoriser l'accès à l'information officielle et rendre publiques les actions du gouvernement. Il s'agit de présenter au niveau régional le bilan de 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance. À son arrivée à Maradi, la délégation conduite par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, a reçu un accueil chaleureux de la part des autorités administratives de la région, entourées pour la circonstance de l'ensemble des conseillers à la présidence de la République et à la primature. Demain, le ministre Abdoumani procédera à la présentation du bilan des 3 ans du programme de renaissance en présence des autorités administratives et coutumières, des responsables des forces de défense et de sécurité, les représentants du secteur privé et des organisations de la société civile ainsi que les responsables des projets et programmes. Au cours de cette conférence, un accent particulier sera mis sur les secteurs où des progrès très importants ont été enregistrés. Il s'agit de la sécurité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire, les infrastructures, l'hydraulique, l'emploi, la croissance économique, la gouvernance administrative et les libertés publiques, bref, tous les secteurs socio-économiques du pays, notamment l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est une réussite du programme de renaissance. Le ministre mettra également à profit cette mission pour effectuer des visites terrain et discuter avec les populations locales sur leurs attentes. L'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte au Niger est à l'intérieur du pays pour une mission de travail. Il est aussi l'hôte des populations de Maradi. Le compte rendu avec Kassoum Moutari et Sanoussi Garba. À sa descente d'avion à l'aérodrome de Maradi, l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte au Niger a été chaleureusement accueilli par le gouverneur de la région Abdou Maman avant d'être salué par le président du conseil régional Partibala, le premier et deuxième vice-président du conseil communal, les 4 techniques régionaux et les responsables des forces de défense et de sécurité. Peu après cet accueil, Bartnan de Pescudou et la délégation qui l'accompagne, composée du directeur international de l'ordre de Malte en France, Arnaud de Viviès, du Thierry de Beaumont, président de l'ordre de Malte en France, et de Guy-Ève Levin, représentant de CFA au Niger, a effectué plusieurs visites dans la commune urbaine de Maradi. C'est ainsi qu'il a visité le site prévu pour la construction du centre de santé intégré du type 2, grâce à l'appui de cette institution avant de s'entretenir et échanger en tête-à-tête avec le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, accompagné pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs. Je suis donc venu avec 3 autres personnes pour voir l'avancement du projet que nous avons ici à Maradi depuis quelques années sur un terrain qui a été octroyé par l'urbanisme de la ville afin de pouvoir construire un centre de santé de type 2. Il est évident que c'est une étape. La première étape, bien sûr, a été celle de l'octroi du terrain. La deuxième étape, c'est la construction du mur de clôture. La troisième étape, ce sera la construction de centre de santé de type 2, qui permettra de répondre déjà à un bon nombre de besoins de la population. Et la suite, si le temps nous permet, on souhaiterait aller plus loin dans cette opération vers la construction d'un hôpital, mais ceci sera une autre histoire et plus tard. À noter enfin que les membres de la délégation, avant de quitter la région de Maradi ce matin, ont rendu une visite de courtoisie au sultan de Katina, Al-Haji Ali Zaki, et à l'archevêque de Maradi, Ouedraogo Ambroise. Nous sommes à Maradi et bien restons-y pour noter le début ce matin de la réunion d'information du comité des experts de la commission mixte nigéro-nigériane. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. D'autres précisions avec Lawali Haruna et Moussa Jariri. Organisée par la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, cette réunion intervient après celle tenue à Abuja au Nigeria en 2012, quand il s'était agi pour le comité de passer en revue les différents domaines de coopération en matière d'information entre nos deux pays et de définir une feuille de route. À cet effet, le secrétaire général de la commission mixte nigéro-nigériane a rappelé la signature en 2010 d'un protocole d'accord en matière d'audiovisuel entre le Niger et le Nigeria avec comme objectif fondamental de renforcer davantage la coopération dans le domaine des échanges culturels et de consolider les relations d'amitié qui existent déjà entre les deux pays
à travers des échanges périodiques portant sur divers volets tels que la culture, les activités sociales, l'éducation, l'économie et la politique. Aboubakar Abdel-Jalil Suleiman a aussi souligné qu'au cours de la présente rencontre, il sera procédé à la mise en place officielle du comité conjoint chargé de superviser la mise en œuvre des dispositions du dit protocole. Il a aussi invité les participants à l'élaboration d'un programme conjoint d'activité 2014-2015 sur les échanges et la coproduction des programmes radiophoniques et télévisuels dans les secteurs tels que la culture, la lutte contre la désertification, le climat, la circulation des capitaux, des personnes, des biens et services, la sécurité transfrontalière, les problèmes de santé humaine et animale et l'éducation. Aussi, le gouverneur Abdou Maman a-t-il situé le contexte nigérien et les objectifs assignés à la rencontre. Le gouverneur de la région de Maradi a exhorté les experts à examiner minutieusement les points inscrits à l'ordre du jour et les a invités à pousser leurs réflexions pour proposer des mécanismes pouvant renforcer la solidarité, le réseautage et même le jumelage entre les offices des radios et télévisions publiques et privées du Niger et du Nigeria. Il faut souligner aussi qu'avant l'ouverture des travaux, les membres de la commission mixte de coopération euro-nigériane, conduit par le secrétaire général de la dite commission, Aboubakar Abdel-Jalil Suleiman, ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région pour l'informer des objectifs de la rencontre. À ce sujet, le gouverneur Abdou Maman a assuré la commission mixte nigéro-nigériane de coopération de son entière disponibilité à accompagner le comité des experts en matière d'information et à travers lui du soutien des plus hautes autorités. Point de presse du directeur général de la maternité Issaka Gazobi sur l'affaire dite nouveau-né volé. En effet, le 10 avril dernier, un bébé de sexe masculin a miraculeusement disparu au niveau des urgences de la maternité Issaka Gazobi. D'autres précisions avec Fatih Lankondé et Mahmoud Adam. Référé de la formation sanitaire de Makalondi le 7 avril dernier, Sougdi est admise à la maternité Issaka Gazobi où elle donnera naissance le même jour d'un bébé de sexe masculin et cela par césarienne. Elle passe à 7 heures dans la salle de réveil et selon les dires du personnel soignant, une femme a sympathisé avec cette dernière qui a vite gagné la confiance de l'accouchée. Comment a-t-elle pu s'emparer du nouveau-né? Le directeur général de la maternité Issaka Gazobi. Le 10 avril, la femme qui tournait autour d'elle a pu, après 3 tentatives infructueuses pour prendre l'enfant, le bébé, à l'accoucher, a pu quand même convaincre l'accoucher que sur la nécessité, disons, d'amener le bébé pour des soins, pour être vacciné, disons, au niveau de la salle des urgences. Et tout a commencé à partir de là. L'accoucher n'a pas accepté les doléances de cette femme qui était voilée et qui, apparemment, selon les dires de l'accoucher, portait une grossesse. Est-ce que c'est une vraie grossesse? Est-ce qu'elle est venue à la maternité pour se faire accepter sans problème? Dans tous les cas, nous devons vérifier la véracité de l'état de cette femme-là. Elle a été donc acceptée par l'accoucher et quelque temps après, elle a pu la convaincre pour que l'enfant soit amené aux urgences. La grand-mère de l'enfant a pris l'enfant pour l'amener avec la femme voilée et tout a commencé à partir de là. Maintenant, arrivé au niveau des services des urgences, là aussi il faut dire que, comme je l'avais dit, cette femme certainement elle connaît très bien les habitudes, elle connaît très bien comment ça fonctionne au niveau de la maternité. C'est que il y a eu un moment où les agents étaient focalisés sur une urgence. Quand on a consulté les registres, on s'est rendu compte qu'il y avait une urgence qui était prise en charge entre 15h30 et 16h dans ce service-là. Ce qui fait qu'on s'est dit que peut-être que ça doit être pendant ce temps, au moment où les gens étaient dans les box, il y a des paravents qui sont placés. C'est en ce moment peut-être que
la femme voilée a pu sortir par la deuxième porte. La police judiciaire a été saisie par l'administration de cette maternité qui a fait une descente sur les lieux. Les agents ont été entendus par cette même police. La sûreté de l'État a également fait le déplacement de la maternité. Quels ont été les efforts fournis par l'administration de la maternité le jour même du vol? On a fouillé de fond en comble la maternité. L'accouchée était accompagnée par la surveillante, 3 sages-femmes, le surveillant général et la belle-mère de l'accouchée. Donc, tous les coins et recoins de la maternité ont été fouillés avec elle. Maintenant, elle-même, comme je l'avais dit, on l'a placée à la porte. Donc, le jour-là, il y avait à peu près 400 personnes qui avaient été toutes dévisagées et qui avaient été placées sous le contrôle de l'accouchée, qui était placée, elle, à la porte de sortie de la maternité. Donc, toutes les personnes qui étaient là, étaient soumises à cette épreuve-là. Je vous assure, c'était fastidieux, mais c'était infructueux. C'est une mère toute désespérée que nous avons trouvée à la salle 7 du service obstétrical de la maternité. Elle attend toujours son bébé avec beaucoup d'impatience. Quelles sont les dispositions qui seront désormais prises par l'administration pour éviter d'éventuels cas? Nous allons désormais mettre en place un système où tous les accompagnants doivent porter des badges. À partir de leurs badges, ces accompagnants-là, on peut les identifier. On peut savoir de quel service d'hospitalisation ils le relèvent et de quel lit ils le relèvent. Même si on rencontre ces accompagnants-là dans la cour, on pourra très bien les identifier. En tout cas, à partir de ce que nous avons